Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN du 8 décembre 2020, 20h heure du Québec. Jeff qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va revenir tout d'abord sur le match des Sounders, mais tout juste avant, je veux prendre le temps de saluer Simon qui est là avec nous. Alors, bonsoir Simon, tu peux te compter comme étant salué. Les Sounders de Seattle qui sont champions dans l'Ouest, c'est maintenant confirmé, donc affronteront le Crew de Columbus en grande finale dans 4 jours du championnat MLS. Donc, tout est dans la manière, c'est pas le comment, c'est le combien, on va le dire comme ça, mais les Sounders de Seattle hier qui réussissent et ça va bien mal pour mes prédictions parce que j'avais donné les Revs d'un côté, j'avais donné Minnesota de l'autre côté et il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Mais hier, force est d'admettre que les Sounders, avec l'expérience qu'ils possèdent, ont réussi donc à revenir dans cette rencontre-là. Et c'est l'entraîneur qui a gagné le match? Parce que Rui Diaz qui marque à la 89e, Svensson qui marque à la 93e, c'est 2 joueurs qui sont entrés dans le match quelques instants avant de marquer. Mathieu qui nous dit « Jeff est chic ce soir. » Jeff arrive du bureau. Alberto qui nous dit « Salut Jeff, salut à vous tous. » Donc, toute une remontada pour les Sounders. Je vous avais dit que le match se terminait 2-0 pour Minnesota hier. J'y ai cru longtemps. À un moment donné, ça m'a complètement rattrapé et les Sounders sont finalement entrés dans cette rencontre-là et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour aller chercher cette rencontre-là. Victoire donc de 3-2. Sounders qui n'ont jamais raté de leurs 12 années d'existence une ronde de série. Champion défendant en titre de la Coupe MLS. Donc, ça va être intéressant de suivre ce match-là contre le Crew de Columbus. Mais, tu sais, hier, je vous disais, il va falloir surveiller Lodeiro, il va falloir surveiller Rui Diaz, Maurice également, qui avait toute une offensive chez les Sounders. Ils avaient l'expérience. C'est les champions défendants. Ils ont toujours été en série pour les 12 dernières années. Donc, ça a eu le dessus. Sur, bien sûr, un Minnesota United qui commence quand même à prendre l'expérience, qui connaît sa meilleure année depuis son introduction il y a 5 ans dans la compétition MLS. Donc, une belle entrée en scène pour Minnesota et ça augure bien pour ce qui s'en vient pour eux autres. Je veux qu'on revienne sur le dossier de Boyan, également des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a eu quelques détails sur les jeunes joueurs qui étaient absents de l'entraînement. C'est par IMFC Radio donc que j'ai appris. Ça a peut-être sorti ailleurs, c'est là que je l'ai vu, donc c'est par là que je vous le transmets. J'ai vu que les 4 jeunes donc seraient fin quarantaine jeudi, donc disponibles pour l'entraînement à partir de vendredi. Donc, les 4 nouveaux venus chez l'Impact devraient se joindre au groupe de joueurs à l'entraînement à Marie-Victorin dès vendredi. Donc, prenez-en bonne note. Pour ce qui est Boyan, moi, je vous le dis, considérez-le comme étant parti. Si vous avez vu le texte aujourd'hui, je pense que c'est de Vincent Destouches.
J'abonde exactement dans le même sens, dans la même direction. Bojan est un joueur qui est présentement sous contrat avec l'Impact de Montréal, un joueur qui a décidé de retourner du côté européen, ce qui fait qu'il ne pouvait pas être disponible pour cette rencontre-là. Il est dans un processus de négociation. Faut mettre une chose au clair. Bojan a présentement entre les mains de son agent une offre formelle de l'Impact de Montréal. C'est à lui de donner suite. Donc, on ne peut pas dire que l'Impact a mal fait le travail. On ne peut pas dire que l'Impact, lui, n'a pas soumis de propositions en bonne et due forme. Il l'a. On attend la réponse. Mais pour l'instant, Bojan est quand même sous contrat encore avec l'Impact de Montréal. Donc, dans un processus de négociation, ça a été de bonne foi et de bonne guerre que Bojan soit avec le groupe de l'Impact de Montréal et visiblement froissé parce que l'Impact n'a pas voulu activer son option qui aurait fait de lui un DP. Je pense que Bojan devrait s'en aller. Je ne serais pas surpris qu'il prenne la direction de Saint-Étienne pour la prochaine saison, mais il y a des offres à la table en masse pour Bojan. Je dis pas que c'est la fin, je dis juste que dans les circonstances, moi je trouve personnellement que ça regarde mal et je considérais Bojan comme parti. Parce que moi, sincèrement, dans un collectif, un joueur qui abandonne comme ça ses équipiers, je trouve ça tough, sincèrement, de réintroduire Bojan dans le vestiaire après ça, sachant que l'équipe s'en va se mettre la tête sur le bûcher contre CD Olympia, un match qui sera pas facile en Ligue des champions de la CONCACAF, puisque l'Impact a une feuille de présence un peu dégarnie, on va se le dire, avec les circonstances présentement de la pandémie actuelle, le renouvellement des contrats, tout tombe dans des bizarres de date. Donc, on va composer avec ce qu'on peut du côté de l'Impact de Montréal, mais Bojan, s'il aurait été un gars d'équipe, aurait été là, présent avec les autres. Les négociations auraient poursuivi leur cours, mais je comprends qu'il y en a plein qui disent « Ouais, mais Bojan, peut-être qu'il ne veut pas se blesser. S'il devait être échangé ou quelque chose comme ça, fine, mais si tu joues dans l'optique que tu es déjà sous d'autres cieux, c'est peut-être signe que c'est terminé pour Bojan avec l'Impact de Montréal. Mathieu nous dit Bojan sera bien accueilli s'il revient, c'est la business. Là-dessus, je te rejoins. Bojan revient, il marque 2 buts, c'est terminé, on n'en parle plus, on est passé à autre chose. Bojan a eu des beaux flashs cette saison et c'est un joueur qui peut être quand même, somme toute, assez inspirant. Ça va être intéressant quand même de suivre tout ça. Barça-Juve, c'était le gros match aujourd'hui. En tout cas, un des matchs qui retenait mon attention, le duel au sommet, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui marque 2 fois sur penalty, phase de jeu arrêtée. Par contre, moi, ce qui retient mon attention dans cette rencontre-là, c'est pas Ronaldo, ce n'est pas Lionel Messi, mais bien McKennie. Regardez bien le but. Kenny makes the right decision to play it out wide. Quadrado with the ball back in, and good job that Aaron Ramsey didn't go for it. He was offside, but McKennie making his run from deeper. It's a good volley as well, good technical finish. What a start for Juventus. Mais quel volley! Quel volley! C'était tout un but de McKennie sur cette séquence de jeu. C'était vraiment bien fait. Eh bien, c'est confirmé pour Bojan. Il manque un mot, Rieux. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est terminé. C'est pas confirmé encore, mais je crois sincèrement que c'est terminé dans le cas de Bojan. On va voir. Comme Mathieu dit, il sera bien accueilli s'il revient. C'est de la business.
Alors, il faudra voir comment tout ça va fonctionner au cours des prochains jours, des prochaines semaines, comment tout ça va aboutir. No to racisme, respect, tout un match aujourd'hui. Arius dit, je vois que c'est la fin dans le cas du dossier de Boyan. Je te rejoins, Arius. Je pense que c'est terminé pour Boyan avec l'Impact. Non au racisme du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Gros match entre Paris et Basak Seir. Rencontre qui opposait donc le Paris Saint-Germain aujourd'hui à Istanbul, Basak Seir. Pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League. Cette rencontre-là a été interrompue à la 13e minute de jeu suite à des propos racistes de la part du 4e arbitre et membre du staff donc de Basak Seir envers un membre du staff. Le match est donc reporté à demain, mercredi, 18h55. Est-ce que ça l'a retenu votre attention? C'était la question Twitter du jour. Qu'est-ce qui retient votre attention? Est-ce que c'est le but qu'on vient de regarder de McKennie ou c'est le report du match du PSG? Regardez, la réponse, elle est plus qu'unanime à 89%. Le report du match du PSG aura retenu votre attention. Fin d'une époque à Barça, gros programme, Jeff. Effectivement, je pense que sincèrement, c'est la fin d'une époque. Hein. Ça va pas super bien au Barça, mais on va en revenir là-dessus. Avant, je veux qu'on continue donc avec ce match reporté pour propos racistes. Je pense qu'on en fait trop peu, sincèrement, des éléments comme des éléments et des attractifs comme aujourd'hui. Ils se sont déroulés. Arius nous dit c'est une situation désolante pour la FIFA, encore une fois. C'est clair que c'est désolant. Et je crois sincèrement que les joueurs ont, pour une fois, pris la bonne décision. Et si Alberto nous disait c'est la fin d'une époque à Barcelone, je pense que c'est le début d'une nouvelle époque pour l'UEFA. Messi au PSG, faudrait voir, hein? Il y a tellement de rumeurs sur Lionel Messi. Va-t-il aboutir au PSG? Va-t-il aboutir en MLS avec un ICFC? Je pense qu'il n'est pas encore rendu là. Il y a encore des bonnes saisons à donner. Mais donc, situation très désolante pour la FIFA. Les joueurs auront pris, sans farce, la bonne décision dans cette rencontre-là, de quitter le terrain. Et je pense qu'on aurait pu le faire dans plusieurs mesures bien avant ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais je pense que le monde global est rendu à cet endroit-là, après des mouvements comme le Black Lives Matter, après une tollée d'épopées contestataire dans le sport professionnel. Je pense qu'on en est rendu à un moment où les joueurs sont en mesure donc de clairement faire passer des messages sociaux d'envergure et d'avoir une certaine portée. C'est sûr que ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette rencontre-là qui sera reportée à demain, je le rappelle, je pense que ça démontre bien qu'on s'en va dans la bonne direction et que le sport professionnel a un impact réel sur monsieur et madame tout le monde. Parce que ce soir, peut-être moins ici au Canada, au Québec, mais je suis pas mal certain qu'en Europe, ce soir, il y en a plein qui en ont parlé autour d'un bon repas, qui ont discuté de la situation et de la réaction et des joueurs et des gens en général. Il va y avoir un débat. Un débat de fond sur le dossier. C'est sûr qu'il n'y a rien qui sera jamais parfait, mais je pense que sincèrement, des gestes comme ça nous amènent à avoir cette réflexion-là et cette démarche-là dans la bonne direction pour essayer d'éliminer un peu partout
sur la planète, ce fameux dogme de racisme systémique qui existe dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines. Et c'est sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. Par contre, faut poser des gestes concrets et se tenir debout. Aujourd'hui, les joueurs du PSG et de Başakşehir l'ont fait, se sont tenus debout et ça, c'est une bonne chose. Donc, après 10 minutes d'altercation sur le long des lignes de touche, l'arbitre qui a invité les deux équipes à regagner le vestiaire, ça a pris 1h30 avant que l'UEFA décide de mettre un terme officiellement à cette rencontre-là et la reporte donc à demain. On a changé le 4e arbitre. Il y aura donc quelqu'un de désigné demain. J'ai vu le nom passer, mais c'est pas si important que ça. Mais quoi qu'il en soit, le PSG a émis un communiqué officiel pour cette rencontre-là qui va comme suit. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Istanbul ce mardi soir pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de groupe a été interrompue après 13 minutes de jeu suite à des propos racistes de la part du 4e arbitre envers un membre du staff du club de Başakşehir. Le match se rejouera demain, mercredi, à 18h55. C'est un fait extra-sportif qui a mis un terme à cette rencontre après tout juste 13 minutes de jeu. Une plainte dans les rangs turcs suite à des propos racistes émanant du 4e arbitre ont laissé place à un vif échange qui a réuni les 22 acteurs aux abords du terrain. Toute forme de racisme va à l'encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, par son président, par son staff et par ses joueurs. Après 10 minutes d'explication, l'arbitre a invité les deux équipes à regagner leurs vestiaires respectifs. 1h30 après l'interruption, l'UEFA a finalement décidé de mettre un terme officiellement à la rencontre qui se rejouera donc mercredi, 18h55. Depuis plus de 15 ans, le Paris Saint-Germain a fait de la lutte contre toute forme de discrimination un combat qui est permanent. Le club de la capitale est aujourd'hui l'un des clubs de sport le plus engagé dans la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination. Voilà les propos du Paris Saint-Germain et je tiens à les saluer. Donc, bel esprit sportif dans cette rencontre-là, belle solidarité, je devrais dire, entre les deux formations. D'ici la fin de la semaine, on va se pencher sur Seattle, champion dans l'Ouest. On va se parler du Crew de Columbus également. On va se parler un petit peu du plan d'entraînement de l'Impact en vue de ce match-là qui s'en vient quand même en grande pompe face à CD Olympia. Un match qui sera pas facile, on le sait. On va essayer de regarder un petit peu ensemble de quoi pourrait avoir l'air le 11, de quoi, quel schéma tactique pourrait être porté à emprunter Thierry Henry pour cette rencontre-là. Bref, on va mettre la table au cours des prochains jours pour cette rencontre-là. On va se parler de la grande finale MLS, bien sûr, qui arrive à grands pas. Mais on va faire une incursion donc dans le foot ailleurs sur la planète. On va se parler, bien sûr, de Bundesliga. On va se parler des 5 grands circuits, un peu ce qui se passe partout. Vous le voyez aujourd'hui, PSG, on se parle du Barça, Juve. Donc, les gros matchs qui retiennent l'attention, je pense qu'on va se diriger là-dessus tranquillement, pas vite. Arius nous dit, est-ce que c'est la dynastie de la MLS? Écoute, Arius, pour les Sounders, on est à une 12e saison en MLS. On est à une 12e présence en série. On est à un championnat. On frappe à la porte d'un championnat. On est le champion défendant. Ils ont été là, 4 fois dans les 5 dernières années. Je pense que, sincèrement, c'est la dynastie de la MLS. C'est vraiment eux autres qui vont le marquer. Je pense qu'il y en a qui vont marquer l'histoire de la MLS par leur image, par leur branding. Je pense entre autres à Atlanta United qui font un travail exceptionnel au niveau du brand là-bas.
mais en termes de performance sur le terrain, d'investissement d'argent, de façon de bâtir une formation, de construire un club gagnant, je pense que les Sounders de Seattle ont clairement une longueur d'avance sur pas mal de formations et ça va être un exemple à prendre. Et l'Impact devra prendre des notes, hein, sincèrement, sur ce qui se passe, la réalité de la MLS aujourd'hui, parce que, tu sais, si je regarde ça, là, Minnesota United qui affrontait le Sounders hier ont une équipe très, très bien balancée. Ont 5 ans d'existence, puis ils sont là. On a Nashville, qui était des séries d'après-saison, qui sont dans leur année d'expansion. Bref, il y a plein de choses à analyser. Les Revs, qui dépensent très stratégiquement leur argent, se sont quand même rendus en finale de l'Est. Bref, il faudra aller piger un petit peu partout les clés et les recettes de succès qui ont fait la réussite de certaines formations cette année. Hier, je regardais les propos d'avant-match. On disait quoi? Que les 4 équipes en finale avaient des 10, alors qu'on en voit de moins en moins. Est-ce que c'est ça la solution? Faudra prendre des notes, tout simplement, chez l'Impact de Montréal. Mathieu nous dit, les Sounders ont pris la place du LA Galaxy comme équipe forte de la MLS. Je pense que effectivement, présentement, les Sounders ont beaucoup de follow spots sur eux. Un club, sincèrement, que moi, personnellement, il me séduit pas tant que ça. Je suis pas tant excité par Seattle. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans l'Ouest et que malgré tout, on les voit un petit peu moins? C'est peut-être ça, mais c'est pas une équipe. Il y a 2-3 équipes dans le circuit qui m'excitent pas tant. Seattle fait partie de ces équipes-là, mais c'est le fun de voir où ils sont rendus, de voir la construction. Et hier, je vous dis que les Sounders m'excitent pas tant, mais hier, j'ai écouté le match et croyez-moi, j'ai vu un des beaux matchs de la MLS, surtout dans les dernières minutes de jeu. Alberto qui nous dit, rappelle-toi, Jeff, que les Revs ont un entraîneur-chef qui connaît assez bien la MLS. Bruce Arena a gagné 15 séries comme entraîneur de la MLS. C'est pas rien, là. C'est pas rien quand même gagner 15 séries en tant qu'entraîneur dans la MLS. Effectivement, Bruce Arena, mais ça y a pas... ça les a pas permis... ça les a pas empêchés de perdre, pardon. Je vais trouver mes mots, contre le Crew de Columbus. Et c'est le Crew, donc, qui affrontera les Sounders de Seattle. Et ça va être vraiment intéressant parce que le Crew, on va jouer là. Et le Crew de Columbus également. Quand je dis qu'il faudra que l'Impact prenne des notes, ils ont reviré la situation sur un chieux de temps, on va se le dire, alors que le Crew de Columbus s'en allait un peu nulle part. Caleb Porter a fait un travail incroyable avec cette équipe-là qui va jouer au MAPFRE, donc Stadium, pour la grande finale. Change de domicile. Ils ont fait des investissements majeurs, le Crew de Columbus, et dans leur équipe, et dans leur branding, et dans la façon de vendre le club à leurs partisans, à leurs fans, dans la façon de livrer la marchandise. Je pense que c'était... On a reviré le bateau assez rapidement du côté du Crew de Columbus. Donc, ça va être un match super intéressant, cette série finale-là entre les deux formations. On va commencer à s'en parler dès demain. Donc, soyez là avec nous mercredi pour ça. Arius nous dit 2 MLS Cup Western Conference 4 fois dans les 4 dernières années. C'est malade. C'est juste fou la... Tu sais, dans la vie, si tu veux réussir, tu as besoin de 2 choses.
tu as besoin de rigueur, tu as besoin de constance. C'est exactement ce que nous livrent les Sounders de Seattle année après année. 4 US Open Cup. C'est de toute beauté le travail effectué par les Sounders de Seattle au cours des dernières années. Et je dirais plus que des dernières années, depuis leur année d'introduction dans la MLS, c'est de toute beauté de les voir aller, de les voir progresser, de les voir s'implanter également dans le portrait. Et c'est pas gagné là-bas, là. Si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, on allait jouer le match de la finale de l'Ouest et à peu près personne n'en parlait. On parle des fois, l'Impact n'a pas une grosse couverture et l'Impact doit gagner, doit amener, sortir de l'argent pour aller chercher les joueurs s'ils veulent s'implanter puis s'ils veulent que les journalistes en parlent. C'est pas plus rose du côté de Seattle, là. Pensez pas que c'est tapissé Seattle mur à mur et que tout le monde se bat pour en parler dans les journaux. C'est vraiment pas ça. Donc, même après 12 saisons concluantes où on connaît du succès année après année, vous voyez Arius, là, il nous le dit, 2 MLS Cup, Western Conference 4 fois dans les 4 dernières années, 4 US Open Cup. C'est pas rien, là. C'est un succès pour la troupe de Schmetzer qui est assez concluant. Et ils sont aussi dominants dans leur académie. Si je regarde, là, c'est sûr que là, on se dirige avec une formation U23. Je pense que ça va être la nouvelle norme dans la MLS. Là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est certain qu'il devrait y avoir un circuit parallèle, on va dire, à la MLS en U23 qui va peut-être pas déclasser, mais prendre la place, en tout cas, de la USL. Il faudra voir exactement. Mais tu as le Seattle Thunder FC, le FC Junior également. Bref, oui, ils ont du stock, ils ont cru à leur académie. Je pense que définitivement, ça va être la signature de la MLS de produire des produits intérieurs et des homegrowners. Je pense que c'est comme ça que la MLS va se démarquer et leur académie, ben, elle est fleurissante et ça, c'est bon signe, c'est bon présage pour l'avenir et des Sounders et de la MLS. Il faudra voir si l'Impact va réagir et produire autant de bons produits et pas juste de produire de bons produits, d'être capable de les intégrer à sa première équipe. C'est ça le problème présentement. On a vu des Anthony Jackson-Hamel, hein? On a vu plusieurs produits de l'académie quand même aboutir, mais ils n'ont jamais pris de place prédominante dans la MLS, ou très peu l'ont fait, mais tu sais, si je regarde Mathieu Choinière, qui était plus souvent qu'autrement blessé, si je regarde les gardiens de but qu'on a laissé partir à plusieurs niveaux, on a eu des joueurs émanant de cette académie qui avaient un certain potentiel, mais qu'on n'a jamais été capable de leur faire franchir la gap entre l'académie et la première équipe. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra plancher au cours des prochaines saisons chez l'Impact de Montréal. Le fait que la Ligue MLS devienne U23, je pense que ça va les aider grandement à réduire cet écart-là. Faudra voir donc comment la suite des choses va se dérouler. Mathieu nous dit, en terminant, l'équipe U23 va aider les jeunes joueurs. Je pense que clairement va les aider. On le voit là, l'Impact vient de signer 4 jeunes. En plus de ceux qu'on avait déjà, si on est capable de les muter rapidement à l'intérieur de U23 puis les ramener un peu comme un club école dans un autre sport que vous connaissez bien, d'envoyer les joueurs qui voient du terrain, qui touchent la balle, qui vivent une situation de match dans un cadre d'intensité, pas juste des séances d'entraînement, parce que c'est important pour ces joueurs-là, s'ils veulent se développer, de connaître l'intensité d'un match. Donc, les envoyer en U23, c'est sûr
que ça va les aider énormément. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous invite à nous suivre un peu partout sur nos plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Periscope. On est disponible en audio, en vidéo également. Merci à tous d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Les gens doivent être patients avec les jeunes, les critiques doivent être justes. Effectivement, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas très patient. Et on veut voir les jeunes, quand les jeunes jouent 5 minutes dans un match, ils n'ont pas le calibre. Ils n'ont pas le calibre MLS. Viva el football. Salut Arius, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Donc là-dessus, on va se placer tranquillement pas vite pour la grande finale MLS. On connaissait le carré d'as. On va refaire l'infographie pour vous ramener juste les finalistes. Qui va gagner? Est-ce que c'est le Crew? Est-ce que c'est les Sounders? On va regarder ça cette semaine.